Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, nous parlerons de la première allocution du sénateur Seyd Omar Ouali. Qu'en est-il chez les LR, grand perdant des sénatoriales? La visite officielle du ministre Philippe Vigier, la loi Mayotte, et nous finirons avec le communiqué de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Tout d'abord, à la une de ce journal, je vous le disais en titre politique, avec la première déclaration du sénateur Seyd Omar Ouali. Et pour cette première déclaration, le nouveau sénateur Seyd Omar Ouali était hier matin dans la matinale de Kwesi pour expliquer comment il comptait travailler. Il a en effet précisé qu'il souhaite travailler en équipe avec le sénateur Tani et siéger dans le même groupe tout en continuant à être un homme libre. Le nouveau sénateur compte être le sénateur des collectivités territoriales, surtout concernant la question de leur financement. Et d'ailleurs sur ce point, il dit comprendre la décision prise par le maire de Koungou qui a demandé au gouvernement de prendre ses responsabilités sur la compétence éducation et il espère que Dzaoudi Labatoire en ferait de même. Le sénateur Seyd Omar Ouali dit qu'il compte contribuer à mettre le gouvernement devant ses responsabilités, notamment le président de la République qui avait fait beaucoup de promesses qu'il comptait bien lui rappeler. Il n'y a plus qu'à espérer que tout cela se concrétise. Toujours sur les sénatoriales, de l'autre côté, les LR sont les plus grands perdants de ces élections, imperdables en principe sur le papier. En effet, sur le papier, avec la ville de Mamoudzou, le conseil départemental et 10 maires qui avaient assuré de leur soutien, en principe le siège ne pouvait pas échapper aux LR. Pourtant, plusieurs raisons ont fait mentir ces pronostics. Un constat tout d'abord, le candidat Tavandaï n'a bénéficié d'aucun report de voix. Il semblerait que l'échec de Seydou Tavandaï soit dans la continuité de l'échec des LR aux élections cantonales partielles de Sada Chirongui, marquant la fin d'une ère politique de Mansour Kamardine. Une ère politique incarnée également par Seydou Tavandaï et à laquelle les élus locaux veulent tourner la page. Ajoutez à cela les divisions internes entre le député de la circonscription 2 et le président du mouvement local qui prône un rapprochement avec le maire de Chikoni, l'ancien maire de Sada et Anchiaba Mana qui a quand même obtenu 90 voix aux élections. Aussi, le président du conseil départemental et le maire de Mamoudzou sortent indéniablement fragilisés de ce scrutin. Sans doute que la seule chose positive pour les LR, c'est l'émergence incontestable d'Abdoul Doukaini comme étant un homme avec qui il faudra composer. Visite officielle pour la suite de ce journal. Le ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, sera à Mayotte pour 2 jours à compter de ce 27 septembre. Nous vous l'avions annoncé il y a quelques jours pour la deuxième fois, le ministre Philippe Vigier sera à Mayotte pour 48 heures avec un programme très chargé, essentiellement consacré à la crise de l'eau. Il compte échanger avec les représentants des secteurs impactés et en souffrance, notamment les professionnels de la restauration, mais aussi les professionnels de santé très touchés par l'insécurité. Au programme, le ministre assistera à la distribution d'eau potable. Il ira ensuite visiter les installations de production et l'usine de dessalement de Petite Terre, l'occasion d'annoncer l'augmentation des capacités de production de l'usine. Toujours sur la thématique de l'eau, le ministre pourra prendre la parole devant la population qui manifestera jeudi matin place de la République. Et enfin, le ministre aura une réunion de travail avec le président du conseil départemental, Ouseni Benissa, pour aborder la question de la loi Mayotte. Et comme on dit chez nous, Jishtema, un petit focus sur cette fameuse loi Mayotte pour la suite de ce journal. Comme l'avait annoncé la première ministre Elisabeth Borne en juillet dernier, le président Benissa Ouseni s'était rapidement mis au travail pour permettre le vote au Parlement de la loi Mayotte dans les 6 mois du SIOM. 120 propositions ont été élaborées par les parlementaires et les forces vives de Mayotte. Pour les élus de Mayotte, la future loi Mayotte doit consolider et rationaliser les institutions, renforcer l'État régalien afin de faire face aux défis sécuritaires et migratoires et aux enjeux de la société civile, rétablir l'égalité républicaine, assurer le développement de Mayotte et compenser les transferts de compétences et les finances des collectivités locales et enfin mettre en œuvre les dispositions adoptées lors du SIOM 2023. Hier matin, l'assemblée plénière du conseil départemental s'est réunie pour délibérer sur
les 120 propositions. Elles ont été votées à l'unanimité, moins une abstention. Hélène Polozek a émis des réserves sur l'alignement des prestations sociales qui pourraient mettre les entreprises en difficulté. À noter toutefois que ces propositions ont totalement fait l'impasse sur l'immigration clandestine. Pourtant, l'un des problèmes majeurs de l'île est que, selon Benissa Ousseni, dans la loi Asile et Immigration, dont par ailleurs on n'est toujours pas sûr qu'elle obtienne une majorité. Je propose de clôturer cette édition avec le communiqué de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Un communiqué très surprenant après de nombreux mois de silence des nouveaux dirigeants de la Chambre. Le bureau a annoncé que les comptes de 2019 à 2021 ont été validés, mais nous sommes en fin 2023 et pas un mot sur l'exercice 2022. La CMA Mayotte fait état d'un déficit de 1 700 000 € tout en dressant des perspectives de redressement et de développement par l'intermédiaire de, je cite, un réseau de partenaires qui pourrait l'aider à résorber l'endettement de l'institution dans des délais très raisonnables. Fin de citation. Le bureau cite notamment le BTP comme pouvant offrir des débouchés pour les artisans et l'apprentissage. Il semble toutefois oublier que les agréments ISO 9001 pour la formation professionnelle et le Calliope se sont presque évaporés pour avoir manqué de poursuivre les actions engagées. Par ailleurs, la CMA oublie que l'un des problèmes des artisans du BTP, c'est la garantie décennale que les assurances leur refusent, les condamnant à la sous-traitance, une problématique à laquelle par ailleurs la CMA pourrait s'atteler. Alors une information quand même importante hier, dans un quartier de Mamoudzou qui s'appelle Barakani, juste en face ou à une encablure de la direction régionale des finances publiques, un jeune garçon a été tabassé, un petit coup de pierre dans la tête. Les témoins, enfin ça s'est passé dans la rue, il était 15h, donc il y avait des gens qui étaient là, qui ont assisté sidérés à ce qui était en train de se passer, qui ont appelé la police. La police est arrivée sur place, elle n'est pas venue très très loin. Elle a prodigué les premiers secours au jeune garçon avant que les pompiers viennent le prendre en charge et l'emmènent à l'hôpital. Alors pour être que vous soyez rassurés, ces jours ne sont pas en danger, mais la violence, Christophe, elle est complètement banalisée chez les jeunes. Comment est-il possible qu'un jeune qui a entre 12 et 18 ans, puisque c'est l'âge de la majorité, ne perçoive pas les conséquences pour la vie humaine de ce qu'ils sont en train de faire? Comment on peut en arriver à une déshumanisation aussi intense? Écoutez, moi de ce que j'ai compris, quand il y a eu l'affaire Bab au tribunal, il y avait l'un des jeunes qui avait déjà été entendu par la justice pour une autre affaire pareille de violence, et quand on lui posait la question de ce pourquoi il avait tabassé quelqu'un de Dembéni, eh bien il disait voilà, parce qu'on est en guerre entre nos deux villages, donc c'est pour ça que j'y suis allé avec une batte de baseball ou avec un bâton ou quoi que ce soit. Et en fait, il en parlait de ça comme si c'était quelque chose de plutôt d'assez courant. Moi, je pense qu'il y a l'effet de bande déjà qui fait, quand on est une centaine comme ça, on a la responsabilité qui est complètement diluée. Et puis il y a, je ne sais pas si les gens se rendent vraiment compte, ces personnages se rendent vraiment compte des séquelles et des conséquences que ça va engendrer, déjà sur la victime, mais aussi sur eux-mêmes d'un point de vue de la justice. Parce que si une personne comme ça se fait attraper et qu'il y a assez de preuves et qu'il passe en assise, il perd entre 7 et 20 ans de réclusion criminelle. Donc c'est quand même assez énorme quand vous avez 20 ans et que vous allez devoir ressortir de là et que vous avez 35-40 ans, quoi. C'est complètement fou, tout simplement. Donc ils perçoivent pas la gravité de leurs actes. Non, moi de ce que je vois, parce que c'est vrai que vous êtes très souvent au tribunal, donc vous les entendez. Moi je vois essentiellement deux cas. Je vois le premier cas où il y a la personne qui ne perçoit pas le mal qu'elle fait, elle le minimise au maximum. Elle dit oui, mais en fait ces personnes-là, elles nous font du mal, etc. Donc nous on voulait leur donner une leçon, etc. T'as l'impression qu'il lui a donné une gifle, et puis en fait non, il l'a tapé à coups de batte, il l'a coupé à coups de machette, etc. Ou sinon on a affaire à des psychopathes, à des personnes à qui le goût du sang
et ben ça leur fait plaisir, ça leur procure quelque chose. Mais Christophe, comment on en arrive là? Parce que 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté, donc ces enfants-là ne jouent pas à GTA, ça coûte trop cher, ils n'y ont pas accès. Comment ils peuvent en arriver à une telle perte d'importance de la vie humaine, de la valeur de la vie humaine? Parce que que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, quand on grandit dans un univers à peu près encadré, stable, oui. Ces valeurs, elles nous sont enseignées par notre entourage. C'est pas une question de classe sociale, c'est pas une question ni de culture d'ailleurs, ni d'origine sociale. C'est le bien, la notion du bien et du mal, elle existe dans toutes les sociétés. Et on a l'impression que ces jeunes-là ne voient pas la frontière, n'ont pas de limite en fait entre le bien, le mal, la vie, la mort. Ces choses qui sont le fondement de toute société en réalité. Écoutez, moi, de ce que je comprends en écoutant les psychologues qui analysent en tout cas ces personnes qui se font juger, pour beaucoup d'entre eux, on parle beaucoup de frustration qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Il y a et je pense qu'en réalité c'est un lien en tout cas avec l'immigration, parce que l'immigration, quand tu vois que les personnes ont du mal à s'intégrer dans la société, ils génèrent de la frustration. Bien leurs sûr. enfants génèrent de la frustration, Bien même sûr. même s'ils sont nés à Mayotte. Et le fait qu'ils aient pas accès au papier, le fait qu'ils aient pas accès comme ça s'appelle, à une vie normale, à une vie complètement stable, ça génère de la frustration en eux. Alors la frustration, on en a tous, je veux dire, vous, moi, on en a sentimentalement, on en a au sein du travail, on en a au sein avec nos amis, avec nos proches, etc. Même on avec génère nous-mêmes, on même voudrait avec faire des nous-mêmes, choses on qu'on voudrait n'arrive pas à faire. Oui, exactement. Et en fait, nous, on a cette capacité à contrôler notre frustration, à se dire voilà, on va trouver telle solution, il faut se calmer, etc., etc. Et puis pour beaucoup de ces personnes-là, ils n'arrivent pas du tout à contrôler cette frustration et elle se génère tout simplement en violence. Donc c'est pour ça que moi, quand j'entends le discours des humanistes pour dire faut qu'on les accueille tous et puis on va construire des écoles à bras le corps et puis on va les mettre en rotation et puis plus tard on va les chasser pour les renvoyer, ou on va attendre qu'ils fassent une manifestation pour comment ça s'appelle, les régulariser, ou on va casser leur maison, on va leur promettre, on va casser leur taudis, on va leur promettre une case. S'il faut avoir une case, comme ça s'appelle, un logement, s'il faut avoir un logement, il faut avoir certains papiers, etc. Ce sont des choses qui génèrent de la Frustration. de la frustration, et on le voit, ils déchargent, ils déchargent leur frustration. Et même quand on écoute quand ils parlent, où ils disent nous on veut un terrain de foot, on veut ceci, on veut cela, sinon on sort et puis on casse les voitures. Moi je trouve que c'est une société vraiment qui va mal. O-News Radio sur outremernews.fr.